Alors, je vais vous donner la parole, Pierre Nora, parce que la pensée de Lévi-Strauss, la pensée structuraliste, lorsqu'elle s'est constituée, on a compris qu'elle se développait en opposition avec les autres ismes, le marxisme, l'existentialisme, et puis ce qu'on appelait l'historicisme. Alors, comment l'histoire a regardé ce travail? Pourquoi à l'époque? C'est par l'anthropologie sociale, c'est-à-dire par Lévi-Strauss, qui a eu un avant et un après dans l'histoire, je dirais presque de la pensée, et qu'il a, avec d'autres dans sa génération, représenté, c'est-à-dire détrôner la raison occidentale de son, de son assise, lutter contre l'européocentrisme complet et en défaire le ministre, lutter contre la philosophie du sujet qu'il considérait comme l'enfant gâté de la philosophie occidentale, et même le sujet, et pour sortir de la philosophie du sujet qu'il a fait, ou qu'il dit avoir fait de l'anthropologie et même de l'ethnologie de terrain, et qu'il a donc en quelque sorte vraiment déplacé, si vous voulez, très profondément l'objet presque de la pensée, et que du coup il y a quelque chose qui est étrange et paradoxal dans son effet, qui est à la fois en profondeur et qui a quelque chose d'un peu surprenant, parce que voilà un homme qui politiquement aurait pu déplaire à la gauche, euh, précisément parce qu'il disait que l'histoire n'avait aucun sens, et que en chercher un, ou plutôt refuser que la vie et que l'histoire ait un sens, obligeait chacun à chercher un sens à la vie et à l'histoire. Je crois que c'est même la dernière phrase de son discours de réception à l'Académie, où il avait en 73 succédé à Monterland. Voilà un homme qui aurait pu déplaire à la droite par son anticolonialisme viscéral, à beaucoup d'égards. Voilà un homme qui a été la coqueluche des médias, alors que c'est un homme qui n'a fait aucune concession aux médias. C'est pas un intellectuel médiatique, si j'ose dire, et pourtant c'est le plus médiatique de tous les intellectuels. C'est un homme qui, encore une fois, n'a écrit que des livres savants à part Triste Tropique. Donc il y a une espèce d'étrangeté, si vous voulez, à ce que cette œuvre sans concession, austère, savante, ait fait tourner la pensée occidentale sur son axe, et que les gens en aient ressenti la vérité. Je crois qu'ils l'ont ressenti parce qu'effectivement, c'est à cause de Triste Tropique et c'est à cause de Race et Histoire. Ce sont les deux livres, pour moi, qui ont fait. Je ne crois pas que ce soit les 4 volumes des mythologiques, très franchement, dont je me demande qui dans la salle a lu les 4. En tous les cas, pas moi. Alors, on peut se demander pourquoi, si vous voulez, je crois que l'anthropologie sociale, à cette époque-là, exprimait ce que dans d'autres domaines, la psychanalyse avait exprimé à la psychanalyse lacanienne, le, la sémiologie barthienne, la philosophie foucaldienne, et que c'est à la fois par un malentendu et par des quiproquos et par une profonde vérité qu'on l'a assimilé aux 4 mousquetaires du structuralisme, si vous voulez. Et alors pourquoi? Pourquoi? Vous le disiez tout à l'heure, Eric, en commençant, il y a eu une belle période de Lévi-Strauss, il est un peu, en effet, passé avec le structuralisme, et, et il est revenu très fort, beaucoup plus fort. Et je pense qu'il est revenu parce que justement, il a été d'abord le dernier survivant pendant 25 ans de toute cette génération, à laquelle on prête quand même, à travers le structuralisme, une grande ambition que Lévi-Strauss a certainement incarné et représenté plus que tous les autres, et dont Françoise Héritier parlait, c'est-à-dire qu'il y avait une science que l'homme pouvait être intelligible en profondeur, et qu'il pouvait être scientifiquement intelligible, comme vous le disiez, avec l'idée qu'il y avait un certain nombre d'invariants dans toutes les cultures et les civilisations qui s'étaient bricolés, c'est un mot qu'il aurait qu'il a donné, qu'il a utilisé à la suite avec François Jacob, et, et,
et qui, par un certain nombre à cause de l'histoire, à cause du jeu des possibles, de tout ce que vous voulez, ont donné l'ensemble de la diversité des cultures et des civilisations. Alors, cette grande ambition qu'on pourrait peut-être identifier ces invariants, qui était une ambition darwinienne, il faut le dire, enfin, à cette hauteur-là, à laquelle je crois il a, à un moment donné, plus ou moins renoncé, je pense. Mais c'est ça, cette grande ambition scientifique, si vous voulez, qui a été incarnée dans un moment de la conscience occidentale, avec quand même sur ces sociétés que le colonialisme opprimait, et où, à un moment donné, disons, dans les années précisément de Triste Tropique, le primitif a remplacé le prolétaire. Alors justement, Jean-Daniel, si on veut tirer un certain nombre d'enseignements simples de cette pensée très complexe et féconde de Lévi-Strauss, on comprend d'abord que la pensée sauvage n'est pas moins logique que la pensée civilisée. Et on en déduit aussi qu'aucune civilisation, aucune culture ne peut s'ériger comme supérieure à une autre. Donc ça, vous le dites notamment dans votre dernier éditorial, c'est quelque chose qui, d'ailleurs pour aujourd'hui encore, est une leçon qu'on doit pouvoir décliner. Quand Lévi-Strauss dit « le colonialisme et l'ethnologie sont mariés d'une manière qui sera à la fois ou tragique, mais toujours éternelle », quand il dit « sans colonialisme, il n'y aurait pas d'ethnologie », il le dit 5 fois dans ce que j'ai lu, qui est très partiel, 5 fois. Mais enfin, il y a des autorités pour me... Quand vous imaginez que j'ai passé toute une partie de ma vie à penser au colonialisme, à le décrire, que je suis entré en politique et en journalisme en essayant de traiter du colonialisme, et que je vois cette phrase, évidemment, ça m'a conduit à m'interroger sur son apport et la véritable révolution que j'ai trouvée personnellement. Je vais essayer de résumer le plus simplement du monde. Il m'a semblé que jusqu'à une certaine période, la sienne, mais la sienne bien entamée, c'est un autre ethnologue qui exprimait la philosophie du colonialisme. Et c'est Lévi-Boule. Quand en 1922, Lévi-Boule, qui reste quand même, j'ai lu beaucoup de choses, surtout les Américains continuent d'admirer Lévi-Boule, quand la mentalité primitive est publiée, il y a plusieurs éditions, il y en a une où, dans l'avant-propos, il dit « on comprendra, le lecteur comprendra » que mon objectif aura été, par toutes les façons, de tous les côtés, de toutes les manières, de montrer en quoi ce que j'appelle mentalité, sur laquelle il faudrait revenir avec des considérations savantes, et ce que j'appelle primitif, mais j'en parlerai dans une seconde, en quoi elle est radicalement, le mot radicalement est répété plusieurs fois dans cette introduction, différente de la nôtre. C'est-à-dire que la rupture entre l'homme primitif et l'homme évolué, il va dire à un moment donné l'évolué et ensuite le civilisé. Et elle est radicale, mais curieusement, et c'est là, si vous voulez, que j'ai été frappé. Je ne sais pas si je peux faire partager, si c'est juste ou pas, mais moi j'ai été très frappé par le fait que cette rupture s'accompagnait d'un optimisme particulier. Car le primitif, il a des différences quasi irréductibles, mais on peut les réduire. Il n'est pas irréductible. C'est-à-dire que le primitif, c'est quelqu'un comme un enfant qu'on peut conduire, qu'on peut protéger par le protectorat, par exemple, et par la colonie, qu'on peut faire avancer avec soi. Le primitif n'est pas autonome, il est en perpétuelle évolution.